Bonjour, nous sommes dans notre webinaire traditionnel de chaque deux samedis. Nous sommes aujourd'hui en présence d'Olivier Madiba, CEO de Kiro Games, et de Mbouyem Christian, CEO de Best Corp. Olivier est sur le pont. Merci beaucoup, Olivier, pour avoir répondu à notre invitation. Je sais que tu as lancé jeudi votre dernier pépite qui s'appelle Orion Kajuta James Fighter. Et merci Christian d'avoir répondu présent. Je sais que tu es en train de préparer un autre TGV pour ce week-end. Et je sais à quel point les TGV sont consommateurs, sont énergivores. Olivier, CEO de Kiro Games, une entreprise un studio de jeux vidéo, ils font des jeux vidéo. Aujourd'hui, ils ont déjà lancé, c'est leur 4e jeu vidéo qu'ils ont lancé. Je crois que le dernier avant Orion Kajuta James Fighter, c'était le responsable, la version féminine, je pense. Est-ce que je suis dans le vrai, Olivier? Je t'ai réactivé. Donc, la dernière version de jeu qu'on avait lancé, c'était une démo du responsable. Il n'y avait pas encore le mode femme, c'était juste le mode homme, c'était une semaine de vie. Et c'est justement en sortant de la démo, les gens demandaient tellement de choses. Ils voulaient pouvoir changer leurs habits, ils voulaient construire leur maison. Excusez, je suis crevé. Ils voulaient avoir le mode femme. Donc, c'est par rapport à ça qu'on a dit, bon, vu tout ce que les gens veulent là et qu'il ne faut pas qu'on les déçoive, on va encore devoir repousser le jeu pour inclure tout ça. Et voilà. OK. Merci beaucoup, Olivier, pour Et entre-temps, on avait un autre jeu qui était presque terminé. Donc, on s'est dit, terminons-le déjà. Et en plus, ça nous permet de livrer quelque chose depuis le temps que nos actionnaires attendaient qu'il y ait un jeu qui tourne, pas une démo, sur smartphone. Voilà. Donc, est-ce que tu peux nous parler rapidement du jeu Orion Kajuta James qui vient de sortir? On peut être un peu intéressé. Oui, alors, Orion, Kajuta Jam, j'espère qu'au montage de la vidéo finale, tu pourras leur mettre des images du jeu. C'est en fait un mélange de match 3 games dans les jeux comme Montezuma ou Candy Crush et Street Fighter ou on va dire Street of Rage même plutôt, c'est-à-dire vous collez les gemmes en bas de l'écran et vos personnages bagarrent en haut, ça a une histoire. On a voulu en faire le jeu le plus fun et défoulant fait en Afrique, donc que tout le monde peut jouer parce que du coup ça ne demande pas d'être quelqu'un qui s'est fait 50 à Doken, Shoryuken. Tout le monde peut jouer à ça, donc vous avez à la fois le plaisir des jeux simples où vous faites des cling, cling, cling et la joie que les grands joueurs ressentent quand ils réussissent des enchaînements, ce genre de choses. Parce que le jeu est simple, mais il reste tactique. Donc, plus vous évoluez, plus vous vous rendez compte que bon, il faut un peu réfléchir, c'est pas juste casser des briques, il faut choisir les couleurs, ce genre de choses. Et pour l'histoire, c'est le premier jeu vidéo qui intègre le mobile money en Afrique. Wow, ça c'est un tour de force, ça. Parce qu'on sait qu'il y a 2 challenges à l'intérieur. Être capable d'agréger les modes de paiement et surtout être capable d'intégrer un mode de paiement alternatif sur un outil, que ce soit Play Store ou App Store. Comment est-ce que vous avez réussi ce tour de force-là? En fait, il y a les API des télécoms qui sont arrivés à une maturité qui nous arrangeait d'abord pour commencer, mais ce n'est pas encore parfait. Donc, si quelqu'un joue le jeu et qu'il paye, il va se rendre compte que la procédure est extrêmement, ils appellent ça douce. Ils disent quand tu payes, tu te sens vraiment accompagné. Ça nous a pris 4 semaines pour imaginer ça, du prototypage, de sociologie, de psychologie même, où on allait lire sur la psychologie, pourquoi les gens doivent se sentir en sécurité quand ils sont dans ce processus au maximum. Et on a mis en place des tas d'éléments pour bloquer, parce que vous savez, souvent quand vous faites mobile money, ce n'est pas aussi parfait que ça. On peut couper votre crédit, mais ce n'est même pas arrivé chez l'opérateur, enfin chez le vendeur. Donc, il y a tout ça, les réalités du pays, comment dire qu'il faut penser. Et le plus gros challenge, ce n'est même pas Google, parce que bon, là-bas, il y a un côté, il faut prier qu'on ne bloque pas votre jeu à cause de ça. Ce qui, je crois, pour l'instant, pour l'Afrique, il y a un passe-droit. Tant qu'ils n'ont pas trouvé un moyen d'intégrer le mobile money à Google Pay, je pense que ça va aller. Mais le plus gros challenge, c'est d'intégrer une technologie aussi
nouvelle locale dans un moteur aussi précis que Unity. Donc, faire que quelqu'un paye, on attend que nos serveurs qui sont lents là, répondent après 30 secondes sans que la requête, vous savez, Internet, ça va très vite aujourd'hui. Donc, permettre à une requête de survivre plus de 15 secondes. Bref, il y a ce genre de choses. Mais ça m'amène à... On a souffert, hein, on a souffert. On va Jusqu'à 10 minutes 30, on n'avait pas de solution pour beaucoup de choses. C'est-à-dire, on était en train de se dire, donc, on a échoué là comme ça, à cause d'un bug, si c'est fini. On ne peut pas sortir le jeu comme ça et tout. Oh, ça, c'est vraiment les douceurs de la vie. C'est un gars à minuit 32 qui trouve la solution déjà. Si on change la ligne, si tu te rends compte que ça donne, tu dis, tu as vu ça, comment le gars te dit qu'il ne peut pas vous dire. Ah, il mérite sa prime manuelle en tout cas. Ah, ça, c'était héroïque. Ça m'amène à vous demander une question, à vous poser une question tous les deux, Christian et Yao. Votre premier contact avec le monde des jeux vidéo, c'était quand? Je vais peut-être commencer avec Christian. Ça a commencé comment? Pour que vous vous retrouviez dans ce monde-là. Encore salut, hein, salut Alexis, salut Olivier. Encore merci aussi hein, pour l'invitation. Voilà, je suis parmi vous, c'est un honneur également. Bon, pour la première question, Alexis, je vais dire quoi? Dans le monde du jeu vidéo, il faut dire que nous sommes des passionnés quand même trempés dedans un peu à la Obélix, hein, pour dire un peu simple. Moi, je veux dire, depuis l'âge de pratiquement 7-6 ans, voilà, donc j'étais déjà un peu confronté un peu à cet univers, notamment avec l'Atari, que je suppose que vous connaissez très bien. Eh bien, avec l'Atari, ça s'est vite développé, parce qu'il faut quand même noter que je suis dans une famille avec, nous sommes 4 garçons, donc j'ai trois grands frères devant moi. Et on a donc enchaîné, donc après l'Atari, vous avez tout ce qui a suivi, hein, donc la Family Computer, la Nintendo, la Super NES, la Sega 1, Sega 2, la Saturn, la PlayStation. Bon, voilà, il faut dire que vraiment, je suis un peu quelqu'un qui a été très vite en contact avec l'univers du jeu vidéo. Et puis, c'est resté, hein. La preuve, c'est que voilà, aujourd'hui, on est là, pratiquement 36 piges. On continue à se donner à fond pour développer notre passion dans un sens un peu beaucoup plus professionnel quand même. Merci beaucoup, Christian. Et toi, Olivier, comment est-ce que tu as plongé à l'intérieur? La première image que j'ai de mes souvenirs d'un jeu, je sais que je crois, peut-être 3 ans, 4 ans. J'ai un cousin qui a la Nintendo et qui branche ça sur la télé. Et je vois Mario qui marche, qui court. Et mon cerveau réalise qu'attends, c'est ce que le gars s'il fait sur la manette, qui fait ce qu'il y a à l'écran, coup de foudre. Il y a un truc qui m'a dit ça, c'est la vérité. J'aimais les dessins animés, mais ça, là, c'est la vraie vérité. Donc, après, évidemment, il y a le cycle de Mega Drive, Super Nintendo, aller jouer chez les amis, fuir par la fenêtre quand le papa se rend compte que vous avez pris la Super Nintendo qui était dans l'armoire, qu'on ne devait sortir que pendant les vacances, toutes ces anecdotes spéciales. Tu as fait ta phase d'initiation, parce que ça, c'est l'initiation. C'est comme une... Oui, tout le monde qui a grandi dans les années 90 connaît ce truc-là. Vous jouez à un jeu qu'on a gardé, que les parents gardaient les consoles. Les enfants d'aujourd'hui ne savent pas. Donc, il fut une époque où on gardait les consoles. C'est n'importe quoi. Jouer comme les Pokémon. Ouais, donc voilà, c'était tout ça. Et après, bon, vouloir faire un jeu, ça a commencé quand j'avais officiellement 16 ans, mais je sais que la première tentative, j'avais 12 ans, où j'ai commencé avec un scénario de jeu. Il y a d'ailleurs certaines scènes qu'on a repris dans le jeu actuel, des trucs que j'avais déjà imaginé à 12 ans. Okay. Donc voilà. Et je vais poser une autre question à Christian. Oui, oui. Est-ce que tu peux nous parler un peu de Best Corp? Aujourd'hui, on entend parler de Best Corp. Ils sont un peu trending sur Twitter, sur LinkedIn, parce que tu es très actif sur LinkedIn. Mais Best Corp, c'est quoi concrètement? C'est quoi le projet de Best Corp? Bon, je vais dire quoi? Best Corp Building, voilà, Electronic Sport Technology Corporation, c'est une SARL. Hein. Bon, faut préciser dont je suis le gérant principal, CEO, on va dire PDG.
Et donc, c'est une entreprise qui, on va dire, qui se spécialisait dans les activités vidéoludiques et qui souhaite bien évidemment porter la pratique de l'e-sport, hein, qui n'est autre que la compétition, le côté compétitif des jeux vidéo, à un nouveau palier. Bon, bien évidemment, à cela s'associent beaucoup d'autres services, puisque nous sommes tous dans la boîte des ingénieurs en informatique. Donc, on propose également beaucoup de services, notamment dans le numérique et le digital, qui couvrent un grand espace aujourd'hui. Et puis, on a aussi voilà, beaucoup d'autres projets en cours. Donc, en résumé, on va dire Bestcop, c'est ça, c'est une agence publicitaire, placement de produits, on organise des événements, bien évidemment, et puis on met également en place des services, notamment en informatique, liés au numérique en général. Et à l'intérieur du e-sport et des activités vidéoludiques, vous êtes spécialisé dans quoi? Vous faites tout ou alors vous avez des canaux dans lesquels Bon, il faut dire vous savez que l'informatique, déjà, c'est assez large. Vous connaissez le pays en Afrique. On a l'habitude quand même de toucher un peu tellement à tout. Donc, mais il faut dire quand même qu'à la base, on essaie vraiment de se concentrer sur le plus important, qui est l'e-sport, bien évidemment, parce que c'est un peu le point central. C'est ça qui nous a motivés à dire que voilà, si on passe à une étape professionnelle, il faut vraiment qu'on développe la chose. Donc, du coup, on nous contacte, hein, notamment pour d'autres services, comme vous pouvez savoir, de sécurité informatique, contrôle d'accès, développement de logiciels et tout ça. Mais vraiment, l'équipe se donne plus à fond pour mettre en avant d'abord le côté e-sport de la chose, qui est un peu notre combat. Est-ce que ça veut dire qu'à Bestcop, on a beaucoup de e-sportifs? Ou alors est-ce que ça veut dire que Bestcop recrute des e-sportifs ou entretient une sorte d'écurie des e-sportifs? Quel est votre positionnement particulier dans le e-sport? Vous êtes des e-sportifs ou vous travaillez avec des e-sportifs? Bon, il est clair, bien évidemment, tous les membres de l'équipe de Bestcop sont des passionnés de jeux vidéo. Donc, je dirais, entre guillemets, hein, parce qu'on ne peut pas dire vraiment e-sportif au sens vraiment véridique de la chose, mais ce sont tous des gamers, des gamers strong, je dirais même des strong gamers, donc des gars extrêmement forts, que ce soit sur des jeux de combat, des jeux d'aventure, des jeux de FPS et autres. Donc, nous tous déjà, nous formons déjà une armée de gamers, ça c'est clair. Et bien évidemment, maintenant, compte tenu quand même de l'âge, de la position, du challenge, hein, qui est un très, très gros challenge, évidemment, on avait décidé, effectivement, je crois qu'il y a quand même encore 2 ou 3 dans l'équipe qu'on essaie de pousser parce qu'ils ont un excellent, très bon niveau. Mais on préfère se concentrer à recruter des joueurs. Comme vous avez peut-être vu là actuellement, la structure a déjà 2 joueurs signés officiellement. Il y a un qui est c'est pas encore officiel, mais ça va se faire certainement d'ici la semaine prochaine. Donc, on cherche à recruter des jeunes qui ont de très bons niveaux afin de les encadrer, parce que nous sommes beaucoup plus disponibles à le faire dans ce sens que de jouer, parce que bien évidemment, la carrière e-sportive demande à ce que vous devez avoir un certain type d'entraînement, il faut jouer constamment, participer à des tournois. Donc, il est évident qu'organiser des tournois et participer en même temps pour avoir un excellent niveau, ça reste très complexe, bien évidemment, avec les réalités du 237. Oui, c'est vraiment un challenge parce que on sait que le e-sport est embryonnaire même au niveau mondial. C'est pas seulement une affaire camerounaise ou africaine, même au niveau mondial, c'est encore embryonnaire. Et avoir une équipe comme ça qui se projette autant, déjà, c'est très courageux. Je peux vous dire mes félicitations pour ce courage. Merci. Je vais poser une question à Olivier. J'aimerais savoir, au sein de Kiro Games, parce qu'on voit ce que vous faites, mais comment est-ce que vous travaillez en interne? Quels sont les postes qu'il y a chez vous? Est-ce que tout le monde est, je ne sais pas, développeur? Est-ce que vous avez des spécialistes en paiement? Comment ça se passe? Quels sont les profils qu'on retrouve? Bon, je dirais qu'on a un studio en fait organisé en multi-projets. On a inventé ce qu'on appelle, un organigramme solaire. Donc, on a un cercle de leadership au centre avec moi et plusieurs leads, on va dire, qui réunit une grande démocratie et beaucoup de négociations. Et après, c'est un peu plus pyramidal dans les divisions techniques, mais avec une forte, on va dire, culture de partage d'informations.
et à différents niveaux. Donc, c'est un peu la méthode Ubuntu, comme on l'appelait, à différents paliers. Donc, comment est-ce qu'on travaille? En gros, on a un circuit qui passe par, on va dire quoi? On a une équipe jeux vidéo. Pardon? Non, vas-y, vas-y, vas-y. D'accord. On a une équipe jeux vidéo avec des artistes qui font les visuels et des programmeurs qui, évidemment, s'assurent que tout ça fonctionne. En termes de game designer, c'est un peu tout le monde qui a la fibre parce que c'est pas vraiment figé. Ça dépend du jeu qu'on fait et autres. Donc, chacun, on peut dire qu'il y a deux gros game designers au studio et on est en train d'en former. Puis voilà. Maintenant, on a la section qui gère les bandes dessinées. Donc, c'est trois personnes essentiellement, principalement, qui travaillent dessus. Et on a la section web, ceux qui font tous les sites, toute la technologie qui vous permet de faire les paiements, ce genre de choses-là dans les jeux et bientôt les applis d'ailleurs. Et on a la section du marketing avec beaucoup de community managers répartis par marque et une boss qui voilà, gère un business dev aussi qui gère les partenariats. Et on a un seul gars qui gère la finance, l'administratif, parce que bon, on n'est pas une boîte très, on ne fait pas les marchés publics. On n'a pas besoin voilà, mais on a un gars qui gère tout ça. On reste une entreprise, donc il y a des déclarations, CNPS, tout ça à faire chaque mois. Et la compta, ouais, c'est à peu près tout. Bon, après, on travaille sur différents projets parallèles. On fait à la fois le jeu, la BD. Il y a maintenant des équipes comme le marketing et le web qui touchent un peu à tout parce qu'ils ont besoin de faire des trucs pour la BD ou pour le jeu qui est là en ce moment. Je raconte ça là maintenant, mais c'est pas évident. Ça nous a pris 3 ans en enfer littéralement pour forger ça. Okay. Avec l'environnement local, le mindset local. Ça me fait penser, ça me fait normalement penser à l'organisation que Red Hat a, la communauté Red Hat, parce que les gens connaissent beaucoup la partie communautaire de l'entreprise Red Hat, mais ce qu'ils savent moins, c'est que Red Hat fait aussi des prestations de services. Ils ont des produits qu'ils offrent au monde. Par exemple, quand beaucoup d'entreprises, quand ils veulent passer dans le cloud, ils ont souvent besoin de certains produits particuliers. Il y a une équipe professionnelle de Red Hat qui leur livre ces produits-là. Donc, ils ont une organisation similaire où c'est vraiment démocratique. Et puis, il y a des gens qui peuvent intervenir surtout, qui sont répartis par îlot, qui peuvent faire ce truc. Ça m'a beaucoup fait penser à votre organisation. Mais finalement, quand je regarde, je suppose, je prends un exemple simple, quand dans votre équipe de BD, je ne sais pas, il y a peut-être des dessinateurs, il y a des coloristes, il y a des scénaristes. Comment est-ce que vous faites pour recruter? Est-ce que vous prenez des gars qui ont juste la bonne culture et vous les formez en interne, ou vous recrutez des gars qui sont déjà opérationnels? Comment est-ce que vous y arrivez? Bon, je dirais que pour l'instant, on est une jeune entreprise, donc j'ai besoin de personnes qui ont des bases techniques, mais qui ont plus un mindset progressif, ouvert d'esprit, que des gens qui ont déjà la technique, mais qui n'ont pas le mindset qui m'intéresse. Parce que, voilà, par exemple, actuellement, il y a un truc qu'on dit, c'est qu'on ne veut pas travailler avec des mercenaires. Parce que ça viendra, il y a un moment quand on sera une grande boîte, on n'aura pas le choix. Où tu dois embaucher des gens qui viennent juste pour faire leur argent, littéralement. Ils sont bons, hein, techniquement, mais ils ne veulent pas s'éterniser là, ils font ce qu'ils ont à faire, ils rentrent chez eux. Donc, pour l'instant, on a encore besoin d'avoir des employés qui sont posés comme des entrepreneurs eux-mêmes dans la façon dont ils se donnent à la boîte. Et donc, ouais, je dirais que si je devais résumer, on recrute essentiellement des hyperactifs altruistes. Okay. Ouais, ça, c'est notre truc. On a trouvé une façon de les détecter. C'est assez précis. Merci beaucoup, Olivier. Et je vais poser une question à Christian. Aujourd'hui, le e-sport est embryonnaire dans le reste du monde. Mais qu'est-ce qui vous drive, qu'est-ce qui vous oriente quand vous prenez des gars à Bestcorp? Est-ce que c'est des techniciens que vous convertissez en gamers ou c'est des gamers à qui vous essayez d'apprendre des bases techniques? Comment ça se passe quand vous construisez vos équipes? Bon, déjà, il faut que je précise, hein, dans Bestcorp, c'est juste d'abord une continuité. Hein.
Bescorp, c'est déjà une communauté. C'est une communauté de gamers qui sont connus très jeunes, très tôt. Et puis, à l'époque, j'ai organisé dans les Gaming Day. Après, on s'est développé, j'ai lancé le mouvement Koga eSport. C'est un même bloc. Et au fur et à mesure, bien évidemment, qu'on avançait, il y avait d'autres, comme on les appelle hein, très souvent, des spartiates, qu'on essayait d'intégrer dans la vision. Et donc, forcément, Koga devient une communauté très mature et à partir de là, qu'on nous appelle déjà un peu par-ci, par-là, on gagne en autorité, on décide je décide en fait en tant que leader principal de créer l'entreprise. Donc, il faut dire vraiment, c'est juste une continuité. Maintenant, effectivement, il y a des acteurs qui intègrent le mouvement après, hein, puisque notamment, on a des ambassadeurs qui sont en Europe et même aux États-Unis, bien évidemment, qui soutiennent qui soutiennent le mouvement et qui ont aussi une certaine expertise. Mais il faudra dire qu'à la base, on se rassure déjà d'avoir des passionnés, des gens un peu fous, entre guillemets, parce que si tu n'es pas fou, si tu n'es pas quelqu'un de visionnaire, tu ne peux pas vraiment intégrer notre mouvement. On travaille déjà comme des malades. L'équipe, elle est assez réduite. Il faut dire aussi, hein, comme Olivier l'a précisé là, nous sommes aussi une jeune start-up. Comme tu l'as précisé également, Alex, l'e-sport est encore très embryonnaire déjà à l'échelle mondiale, mais encore pire en Afrique, dont on n'a pas forcément les moyens de dire qu'on va embaucher X ou Y. Forcément, il faut des gars qui épousent notre vision et qui sont prêts à soutenir à 400%. La preuve est que beaucoup de gens qui travaillent dans la boîte sont des ingénieurs qualifiés qui travaillent dans d'autres structures. Notamment moi-même qui suis un leader, qui est responsable des projets informatiques dans une grosse boîte. Donc, tu vois que parallèlement, on trouve maintenant le temps qu'on a en soirée de se concentrer sur le projet. Et c'est comme ça qu'on arrive à avancer. Ça veut dire que le retour sur investissement, nous sommes tous d'accord que ça sera peut-être pas d'ici demain, mais voilà, au fur et à mesure que l'on progresse et qu'on gagne en autorité, comme c'est le cas un peu aujourd'hui, avec beaucoup de crédibilité, nous sommes sûrs que voilà, on va toucher l'objectif ou plus ou moins arriver à mettre quelque chose de très viable en place. Donc, ça veut dire que pour travailler à Bescorp aujourd'hui, il faut venir avec une mentalité d'associé. C'est-à-dire qu'il faut venir en se disant, j'ai investi de façon industrielle dans un projet qui me passionne et pour lequel on peut peut-être gagner de l'argent dans beaucoup d'années ou dans quelques années. Voilà, effectivement. Non, ça c'est clair, ça c'est clair. C'est clair que actuellement, il y a eu des gens qui ont voulu injecter de l'argent et qui nous ont fait un peu genre, je sais pas si on va dire ça comme ça, un peu, mais en disant, bon voilà, est-ce que vous êtes sûr que sur un an, on dit non, mais nous, on a essayé de tout calculer, tout est un peu prévisualisé. En même temps, on prend en compte déjà l'aspect professionnel, c'est certes, mais personnel aussi de tout un chacun. On connaît ce que l'équipe donne pour le projet et on se dit, bon voilà, si tu viens, c'est clair qu'on ne veut pas se mettre non plus dans une situation totalement de la pression parce qu'on n'a pas envie de mal faire les choses parce que quelqu'un va nous dire que voilà, j'ai injecté peut-être 2 millions dans la boîte et il faut absolument que d'ici la fin peut-être de l'année, puisse me donner un peu le double ou je dirais un truc comme ça. Du coup, ceux qui intègrent la boîte, c'est qu'il nous plaît, hein, parce que quand ils voient ce que nous faisons déjà sans avoir notamment des soutiens, notamment pas aucun sponsor ici, bien évidemment, il y a quand même des boîtes qui nous soutiennent, qu'on ne peut pas quand même dire que voilà, notamment par exemple Artist Spaces. Mais ils entrent dans le mouvement et ils se disent, les gars, on aime tellement votre travail et on se dit, gars, on veut aussi être comme vous parce qu'en même temps, nous sommes un peu des visionnaires. On est en train de défricher un champ pour créer une voie. Et comme tu vois aujourd'hui, les jeunes, par exemple, qui ont créé des structures un peu dans la ville de Chang, à Bafoussam, ils nous copient. En fait, c'est des jeunes qui nous écrivent. Bien sûr, il y en a beaucoup qui veulent rejoindre la structure Bescorp. Maintenant, on préfère les affilier plutôt dans la communauté Koga, qui est plus une communauté ouverte pour rassembler les gamers du Cameroun. Mais Bescorp, encore, ça devient un peu plus saignant parce que là, on doit s'assurer que le mec qui intègre la structure, que ce soit avec de l'oseille ou pas, que ce soit quelqu'un qui épouse d'abord notre philosophie de vie et notre vision pour le projet dans l'ensemble. Et on savait dire que maintenant, tout à l'heure, tu parlais des e-sportifs que vous essayez de mettre dans votre environnement, que vous essayez de recruter. Mais concrètement, comment ces e-sportifs-là gagnent leur vie? Est-ce qu'ils gagnent leur vie déjà?
Et si oui, comment est-ce que ça se passe? S'ils ne gagnent pas leur vie, comment est-ce que vous arrivez à les intéresser, à les maintenir dans le projet sur de la durée? Oui, ça c'est une très bonne question, hein. Bon, il faut noter déjà que dans le monde de l'e-sport, voilà, tu as deux positions. Tu as l'amateur semi-pro et puis tu as le professionnel. Bon, déjà même en Europe, ils sont pas tellement, s'il faut voir en chiffres, ils sont pas tellement nombreux, hein, les professionnels de jeux vidéo, parce que on sait d'habitude que l'amateur semi-pro, c'est quelqu'un, ça peut être un étudiant ou un travailleur en parallèle et qui, quand il a du temps, voilà, il se donne également à sa passion. Le professionnel, voilà, il ne fait rien d'autre que jouer le jeu vidéo. Je prends rapidement l'exemple de quelqu'un, par exemple, comme Luffy, le joueur français que tu connais bien, je crois qu'aujourd'hui, qui est soutenu par la Société Générale. Au Cameroun, tu peux imaginer le contexte. Le contexte est encore beaucoup plus froid, plus difficile. Et en même temps, on a quand même une construction de leadership. On encadre des jeunes. Ce ne sont pas des jeunes qu'on prend quand même, on prend pas au hasard. Hein. On ne te prend pas juste parce que tu es bon. Certes, il faut être absolument bon, mais il faut également qu'on sente que tu épouse également toujours notre vision. Et puis en même temps, c'est des jeunes qu'on a vu grandir en fait. Tu sais quand même que bon, hormis ça, je suis quand même dans le domaine depuis tellement d'années, donc j'ai eu le temps de voir des jeunes à l'époque quand je co-organisais les Gaming Day, de voir des jeunes soutenir l'initiative parce que je les avais convaincus. Et puis, du coup, maintenant, avec notre maturité, effectivement, on connaît le contexte camerounais. On le dit à ces jeunes, voilà, vous ne pouvez pas être sportif pleinement, vous ne pouvez pas être des joueurs professionnels parce que voilà, il faut faire les choses selon son environnement. Du coup, c'est que nous on dit à ces jeunes, on dit bon voilà, vous avez un excellent niveau, nous on peut entretenir ce niveau, c'est-à-dire vous permettre de vous donner des séances de jeu. Nous-mêmes nous sommes déjà très bons parce qu'en même temps, nous sommes des coachs e-sportifs, il faut connaître les frame data, en même temps on a des connaissances aussi sur le développement même des jeux, notamment par exemple sur les jeux de combat, dont on a cette bonne vision et cette bonne appréciation. Du coup, on essaie de les encadrer déjà pour promouvoir leur niveau, leur donner aussi plus de visibilité parce qu'à la base, ce sont des joueurs qui sont très bons, mais on ne connaît pas. Donc, du coup, grâce à Bestcorp, voilà, Bestcorp les met dans des conditions, on essaie de leur suivre, hein, que ça ait l'état mental et tout, et tout, et tout. On les encadre, même dans leur vie on va dire extra gaming, hein. Donc ce sont des jeunes peut-être qui travaillent, qui sont encore petits, qui sont à niveau 3. Et nous, on s'assure qu'ils ont les bonnes notes parce que c'est obligatoire. On s'assure que les choses se passent bien, même au niveau des parents. Tu vois, donc c'est tout un suivi, en fait, un encadrement, mais dire qu'on les paye, par exemple, chaque mois, comme par exemple des structures comme Vitality ou Cloud9 ou je sais pas, Fnatic va le faire. Non, on n'a pas ces moyens. D'ailleurs, eux-mêmes, ils le savent. Et la chose même le comble, c'est que souvent, ce sont ces joueurs eux-mêmes qui veulent même tout le temps qu'on est en train de faire des projets, qui disent, bon, voilà, le parrain, j'aimerais investir un peu, j'ai un peu de l'argent de côté, je vois qu'il y a tel projet qui est un peu difficile parce qu'on n'avait pas assez d'argent, comment je peux faire pour aider? Bon, nous, on leur dit, non, voilà, vous êtes déjà des joueurs, donc en même temps, vous êtes déjà un peu des ambassadeurs de la marque ou bien du mouvement aussi, Bestcorp, comme Koga d'ailleurs. Mais pour le moment, concentrez-vous surtout à avoir de bons niveaux en jeu. Notamment, je crois que tu les connais déjà. Tu connais La Vitesse et Cultivateur 237 qui joue le jeu Naruto pour nous. Donc, c'est un peu ça, un peu un résumé. Voilà comment on essaie d'entretenir. Et puis, on avance tous ensemble. Je vais dire, ce sont des membres de Bestcorp à part entière. Okay. Juste qui sont juste là pour jouer. Et tu as dit quelque chose tout à l'heure qui était très intéressant. En parlant d'ActiveSpace, tu disais que ActiveSpace et vous ressemblez parce que vous êtes des défricheurs. Et ça m'a fait penser à un terme que Olivier utilise tout le temps, qui s'appelle les wall breakers. C'est quoi le concept des wall breakers, Olivier? Est-ce que tu peux nous en parler? Ouais, si je devais résumer le wall breakers, le principe, c'est l'image que j'ai, c'est qu'on est en Afrique, on est noir aussi. Et, pardon, Corona is that you? Donc, on est en Afrique, on est noir et on a tendance à nous mettre des barrières pour tout. C'est-à-dire, tu veux faire du jeu vidéo, il y a le haut, les gens font, toi, tu veux faire le jeu vidéo, tu veux être une femme qui, je sais pas, moi, va avoir une carrière, on va te dire, oh, cherche le mariage. Tu veux être un enfant qui rêve de faire un grand métier, tu rêves d'être dans un pays où on coupe l'électricité. Bref, il y a un tas de choses auxquelles on veut aspirer, mais auxquelles on nous fait plus ou moins comprendre par les systèmes établis que ce n'est pas pour nous.
ça nous met des murs. Donc, les wall breakers, en fait, c'est ceux qui ont dit, il y en a marre. Voilà, on en a marre que le monde décide pour nous de ce qui est nos limites ou pas. C'est-à-dire, nous, quand on a décidé d'ouvrir Kiro Games du Cameroun, c'était un ras-le-bol. On avait marre de ce qui est les gros investisseurs et autres. On a dit, je demande, on est obligé que ces gars nous donnent les doigts, on n'a qu'à inventer notre propre façon de lever les fonds et ça a pris. Et c'est un truc qu'on fait énormément, c'est-à-dire, il y a beaucoup de choses sur lesquelles on veut que ce n'est pas notre boulot, mais comme ça n'existe pas, on dit, bon, on va faire nous-mêmes. OK. Parce qu'on va pas laisser le... Dans les wall breakers, c'est tous ceux qui estiment qu'ils ne laisseront pas le monde dicter leur destin, en fait. Maintenant, après, Ah, oui, c'est vrai, c'est je ne vais ça. pas le dire avec le côté pensée positive, croire en tes rêves. Il y a tout un marketing de l'espoir qu'on fait aux gens aujourd'hui. Qui Non, fait ouais. de la surenchère même. Ouais, parce que c'est à la fois vrai, mais ça ne marche pas exactement comme ça. Il y a un côté se mettre à la hauteur de ce que tu veux. Tu peux tout faire, mais tu ne peux pas tout faire en même temps. Tu ne peux pas avoir 5 grands destins en même temps. Tu ne peux pas à la fois dire que tu vas monter un grand studio de jeux vidéo, faire les meilleurs quincailleries du monde, tout ça la même année, hein. Tu vois Oui, un peu. oui, oui, c'est. Je veux Et puis dire, après, malgré il y a du travail tout à faire. le, Du travail, voilà, tout le niveau de pensée positive, comme dit Warren Buffett, gars, tout le niveau de pensée positive ne va pas te faire échapper aux 9 mois pour qu'un enfant naisse. Ouais. Tu vois, donc il y a cet équilibre entre les lois de la nature et notre plein potentiel que j'aime bien remettre sur la balance. Donc oui, un wall breaker, c'est quelqu'un qui n'accepte pas que le monde lui dicte son destin, mais qui apprend aussi énormément à être un réaliste pragmatique sur les vraies contraintes qu'il doit affronter et pas se raconter de conneries dans la tête. Ça me fait beaucoup penser à la philosophie d'Elon Musk. En m'étant perdu comme ça, je regarde beaucoup ceux qui font des choses. Elon Musk aujourd'hui est reconnu comme étant l'un des plus grands maîtres d'ouvrage dans le monde. S'il a quelque chose qu'il sait faire, c'est qu'il sait faire des projets. On s'est rendu compte que ça n'a strictement rien à voir avec l'écosystème technique où il sait faire des projets. Et ce qu'on a remarqué, c'est qu'en général, sa mentalité, c'est que les seules lois qui ne peuvent pas être transgressées, sont immuables, ce sont les lois de la physique. En dehors de ces lois-là, tout le reste, c'est de la négociation, tout le reste, effectivement, tu ne négocies pas avec la nature, la pesanteur, c'est la pesanteur, mais tout le reste, là, l'argent, c'est des dogmes qui peuvent être changés quand ils n'atteignent pas leur objectif. C'est une très belle philosophie. Mais de façon concrète, quand tu te lances dans un jeu comme on va beaucoup parler d'Orion, KGF, parce que c'est ce qui est tout récent, quels sont les challenges que tu as d'un point de vue humain? Comment est-ce que le voyage se passe humainement? Alors, KGF, c'est un voyage assez intéressant parce que ça a commencé comme un projet où on se dit, bon, on va faire un jeu facile. Et effectivement, la première version, elle est sortie plus ou moins facilement en quoi, 4 mois, 5 mois, en 2019 même, hein. Fin 2019, début 2020. On était en contrat avec un gros télécom local, ça devait être une exclusivité, bref. On va dire, aléa de la vie, ça n'a pas pu se faire. Donc, c'était là dans nos bacs. Et c'est aussi le premier jeu sur lequel on a un peu commencé à maîtriser le moteur Unity. Donc, il y a beaucoup d'erreurs de conception qu'on a fait au départ parce qu'on ne comprenait pas les paradigmes de réalisation d'Unity. Donc, après, quand on sort du responsable de la démo et qu'on se rend compte que, gars, finir le jeu, le responsable, c'est encore, je ne sais pas, 1 an de travail, 8 mois de travail. Et pour nos actionnaires comme pour nous-mêmes, il faut qu'il y ait quelque chose qui tourne. Il faut qu'il y ait un vrai jeu qui rose, ça commence à faire beaucoup. Et on se dit, bon, finissons Orion KGF, ça va nous prendre 3 mois, vu qu'on avait déjà presque terminé. Et là, mon ami, on s'est retrouvé dans un voyage très intéressant parce que il y avait tellement de choses qu'on n'avait pas compris sur le moteur Unity qu'on a dû recommencer beaucoup de choses à zéro, contrairement à ce qu'on pensait. Et il y a eu énormément de poisses aussi. Il y a eu beaucoup de gens qui ont perdu des proches, il y a eu des maladies, il y a eu donc... Ce qui fait que le développement a été plus dur que prévu. Il y a eu des défis techniques. Vous avez remarqué, c'est un jeu dans lequel, quand tu entres, en plus de l'APK, tu dois télécharger du contenu additionnel.
Ça a l'air simple comme ça, les amis, mais c'est dur, hein, cette histoire de DLC. C'est très dur. C'est la première fois qu'on faisait les DLC de notre vie. Euh, et puis, comme j'ai dit, il fallait anticiper les problèmes de paiement parce que si un Camerounais sort son argent dans un jeu et qu'il n'a pas ce qu'il a payé, c'est très grave. Oui, ça va être... Voilà, donc depuis 2 jours, là, je n'entends pas de réel scandale. Les gens, à la limite, il y a un bug qui gâte un peu les sauvegardes, mais on a tellement anticipé qu'on a mis en place un système qui fait que de notre serveur, notre jeu peut recevoir des cadeaux pour calmer les gens qui ont perdu, qui subissent ce genre de désagréments, pour qu'ils puissent vite réévoluer quand on fait les mises à jour. Donc voilà, c'était éprouvant. Et c'est un jeu qui marque un gros tournant parce que on a changé de mentalité dans le studio. On est quitté d'une équipe qui se voyait comme des Vikings dans le Valhalla à une équipe qui se voit plus comme un orchestre, pardon, qui fait une musique. Et voilà. Donc, c'était le premier projet qu'on faisait dans une nouvelle culture d'entreprise. Donc, c'était assez éprouvant parce qu'il y a les tentatives de repartir à la guerre, alors qu'il faut être constamment en flow state. Et de là, je suppose que l'ensemble de l'équipe a grandi, a beaucoup grandi. Énormément. Tout le monde a mûri sur le projet. C'est la demande de discipline permanente. C'est-à-dire, il faut être constamment ambitieux, curieux. De façon naturelle, la plupart des êtres humains ne sont pas ambitieux 24 sur 24. Il y a un côté, tu as un moment de on fire, après tu t'as 8 mois je vais dire, de médiocrité à peu près normale. Oui. Donc, quand tu fais un projet comme ça et que tu dois maintenir un état d'excellence pendant 5 mois non-stop, c'est pas évident. 5 Oui, mois. surtout pour le leader, parce que on ne le dit pas assez, mais l'équipe en général se nourrit de l'énergie du leader. Et je sais que quand on veut maintenir un niveau d'excellence, une longue durée, il faut que le leader soit comme une pile atomique, il soit capable de dire. Bon, Akiro, ce qu'on a créé de bien, c'est qu'il y a une forme de, je vais utiliser le terme de toute forme, chimiotactisme, je ne sais pas si c'est le terme, mais il y a une forme de paradoxe, parce que je dirais, oui, le leader impulse une dynamique, mais paradoxalement, c'est aussi la réponse de l'équipe qui crée le leader au final. Okay. Donc, si j'avais eu une équipe de personnes qui n'étaient pas des gens bien, j'aurais viré négatif à un moment pour que les choses avancent. Et on grandit ensemble parce qu'ils me font grandir aussi. Et on a un exemple qu'on a vu parce qu'on est dans un gros processus de développement personnel de groupe où on nous parlait des oiseaux qui volent en groupe. Là. Tu vois, quand tu vois les oiseaux en triangle, Oui. En fait, tu apprends que le canard qui est à la pointe, quand il crie là, en fait, donc il fait moins là-bas en haut, Oui. c'est parce qu'il demande aux gens s'ils sont toujours derrière et si tout va bien. Parce que s'il tourne la tête, le vent lui brise la nuque. OK. Tu vois, donc les gars crient en fait pour se dire on est avec toi, on est toujours avec toi. Donc, il y a un côté, si lui il peut affronter la pointe dans le vent le plus fort, Oui. c'est parce que les gars lui donnent la force derrière en fait. Okay. Et il y a un moment quand il est fatigué, il faut une manœuvre où il switch avec quelqu'un d'autre. Et ici au studio, c'est quelque chose qui arrive beaucoup. Il y a des moments où je prends le leadership de beaucoup de choses, mais il y a un moment où je suis casse ou débordé sur un truc, quelqu'un d'autre prend le leadership d'un truc qui doit arriver, etc. etc. Donc, on travaille beaucoup avec du self-leadership et on demande à tout le monde de prendre le leadership de ce qui est sous sa responsabilité en permanence. C'est dur comme c'est pas pénible, c'est beau à dire comme ça, c'est politique. Mais pour que les êtres humains exécutent ça jour après jour, c'est compliqué. C'est dur. Ce sont des architectures d'entreprise qui sont très difficiles à mettre en place, qui demandent une rigueur et une vigilance. Vraiment, je crois qu'il te faut au moins 10 ans de vigilance pour être sûr que l'équipe ou du moins l'entreprise, parce qu'à un moment donné, quand vous allez vouloir scale, le challenge sera maintenant de tenir, de conserver la culture pendant le scale. Ouais, les gens me demandent souvent d'ailleurs quand est-ce qu'on fait un Orion 2. La réalité, c'est que c'est ça. J'ai réalisé avec Orion 1 que gars, on ne peut pas créer une équipe à la Olivier Hatton, tu vois, l'équipe là où il y a un Benjamin qui s'est tiré des autres. Voilà, une équipe où c'est un peu toi le rôle, tu peux pas, tu peux pas. Il y a un niveau technique qu'on ne franchira pas, donc il faut bâtir une équipe dans laquelle tout le monde est bon
Et surtout, avec les réalités du manque de formation locale, la génération qu'on est en train de forger doit être capable, chaque personne doit être capable de gérer deux, trois autres. Ouais. Faire du Voilà, et mentoring, ça prend du temps parce aider. que on a une des rares boîtes où personne ne veut être chef. Là. Tout le monde, quand tu dis promotion, il dit non, gars, je ne veux pas regarder. Mais tu Parce vois, que l'augmentation, je votre ne père dis dit non. pas, ouais. Regarde-moi le niveau de devoir qu'un chef, de pression qu'un chef encaisse, il dit, gars, je ne veux pas être DG, je suis très bien là, non, 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 continue, j'ai ta malchance, gars. Et il y a, dans le monde du travail aujourd'hui, il y a beaucoup de... On est un peu en plein dans la cancel culture, parce que c'est un mouvement philosophique qui est en train de parcourir le monde. Pour ceux qui ne sont pas familiers, la cancel culture, c'est cette tendance que les gens ont quand ils défendent d'un point de vue moral, de se désassocier de toutes les choses qui ne respectent pas cette vertu morale. Par exemple, les gens qui annulent peut-être leur abonnement quand ils se rendent compte que l'entreprise auprès de laquelle ils ont souscrit l'abonnement ne respecte pas certaines choses et comme ça. Et puis dans ce moment de la cancel culture, il y a un fort élan de féminisme et on a parlé beaucoup de parité. Il y a l'ONU qui a lancé le mouvement She for He, c'est He for She, récemment il y a 4 ans. Et donc, à Kiro Game, comment ça se passe au niveau de la parité homme-femme? Est-ce que c'est un objectif? Est-ce que c'est dans le débat? Est-ce que vous êtes vraiment concentré sur tu es bon et puis tu fais partie de l'équipe? Bon, il y a une volonté réelle d'avoir plus de femmes, c'est-à-dire, je vais dire, on essaye d'avoir de la parité, mais il y a un minimum qu'on ne peut pas aller en dessous, c'est-à-dire, on ne va pas évaluer les femmes, on n'exige pas la même chose aux femmes qu'aux hommes. Les hommes arrivent souvent à devoir dormir ici. Jusqu'à aujourd'hui, aucune femme n'a jamais dormi à Kiro parce que c'est plus dangereux pour elle de dormir dans un endroit avec un mâle enfermé, vaut mieux. Donc voilà. Oui, c'est quelque chose, on a peu de filles, mais je tiens énormément à ce que les femmes qui travaillent chez nous se sentent en sécurité. C'est pas parfait, hein, c'est pas... Je veux dire, pour l'instant, je crois que la génération actuelle d'employés, il y a beaucoup de gentlemen, donc ça va. Mais bon, après, c'est des trucs du genre, nous, on fait pipi, on ne baisse pas la lunette. Tu vois, donc, elles doivent vivre. Là, elles n'ont pas encore de toilettes dédiées à elles. Donc là, j'essaie de leur donner droit aux toilettes, par exemple, des cadres, parce que c'est moins la forêt, tu vois, un peu. Donc, mais il y a une volonté d'avoir des femmes, mais ce n'est pas évident, parce qu'on a une exigence d'élite auquel, hélas, peu de femmes africaines, pour l'instant, sont éduquées. Et au-delà de l'éducation, parce que même quand on les éduque, les pressions d'autres choses, c'est-à-dire c'est toi qui dois être la mère, tu dois avoir un boulot dans lequel tu dois rentrer à 19h, 20h. C'est pas évident. Certaines peuvent bosser dedans de 21 ans à 25 ans, mais après, quand elles veulent avoir une famille, etc., ça devient très compliqué. Et Christian, Best Corp, est-ce que ça fait partie de la discussion? Bon, en tout cas, à Bestop, c'est clair qu'on a quand même un peu, je vais dire, on a plus, on a quand même du champ, tout ça, mais effectivement, ça reste toujours un petit problème. Hein. Non, vraiment, on n'a pas de souci. On n'a pas de souci à avoir des femmes dans l'équipe. D'ailleurs, c'est ce que l'on souhaite. Bon, notamment, on a déjà quand même, on a déjà deux jeunes femmes qui vont intégrer la structure. Déjà, avec notre programme Playground, on souhaite que ce soit une femme qui présente l'émission, le projet Playground terrain de jeu, où on va expliquer un peu aux gens nos stratégies et mettre en avant un peu les jeunes start-upers camerounais et même africains. Bon, moi, personnellement, j'ai pas de souci, mais l'autre gros problème, c'est qu'effectivement, ça demande un travail un peu fou. C'est extrêmement acharné, extrêmement difficile. Nous travaillons carrément 7 jours sur 7. On ne connaît pas les week-ends, on ne connaît pas les congés. Et voilà, on doit être capable souvent de s'appeler à 1h du matin, à 2h pour faire un travailler en branche, un truc. Bon, c'est pas évident. Mais je crois que il y a de la place et on ne se forme pas à cette possibilité. Bon, maintenant, on va pas se forcer. Hein. Je veux dire, si on trouve une fille qu'on sent qu'elle a elle a le background nécessaire pour rejoindre l'écurie, il n'y a pas de souci, mais bien évidemment, si c'est pas une personne en même temps qui épouse un peu, en même temps la vision, mais qui est aussi assez téméraire, elle ne pourra certainement pas voilà, supporter le rythme. C'est vrai que c'est une question que je pose parce que nous, en tant que recruteurs,
on a toujours cette volonté quand on propose des talents à nos clients de leur proposer au moins une fille et un garçon. On a un réflexe qu'on essaie d'avoir. Mais c'est quand même difficile parce que pour la plupart des postes qui sont un peu pointus techniquement, on a du mal à avoir des candidatures féminines, ne serait-ce qu'en volume équivalent aux candidatures masculines. Et puis quand on va maintenant qualitativement, on se rend compte aussi qu'il y a un peu de rareté. À tel point que nous envisageons même pour le trimestre actuel, le trimestre prochain, de lancer des programmes de coaching avec des filles pour voir qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer la qualité et la quantité des candidatures féminines quand on veut proposer des talents à nos clients. Donc, c'est un vrai challenge. Et même avant, quand je travaillais dans d'autres entreprises où j'étais censé recruter mon équipe et tout ça, je sais que j'avais parfois du mal à recruter les femmes. Et avant même d'avoir les challenges dont Olivier parlait au quotidien sur comment gérer l'intégration de ces filles ou de ces femmes au sein de l'équipe, c'était déjà un sérieux challenge de les capter à l'intérieur. Donc, c'est un peu le partage que je voulais faire aussi d'un point de vue de recruteur sur les challenges que vous rencontrez. Mais ça m'amène aussi à poser une question à Christian. C'est aujourd'hui, quand tu as un e-sportif qui veut travailler avec Bescorp, quel est le plan de carrière qu'il peut avoir en sachant que c'est vrai, il ne sera pas un e-sportif capable d'avoir un salaire suffisamment consistant, mais qu'est-ce que vous leur vendez sur la durée? Comment est-ce qu'il peut se projeter sur la durée avec vous? Bon, une fois, déjà, pour le moment, tu fais bien de poser cette question. Il y a énormément de joueurs qui veulent rejoindre le Curry Desktop, bien évidemment, les joueurs de Pro Evolution, FIFA, et j'en cite. Bon, maintenant, sur la durée, qu'est-ce qu'on leur propose? Il faut dire que, déjà, nous-mêmes, on organise déjà pas mal de tournois. Sur la durée, on essaie de leur donner de la visibilité, mais bien évidemment, on veut aussi également, on les met en contact avec d'autres structures de l'extérieur. Mais vous savez, moi, j'ai ma façon de voir les choses, toujours diversifier et surtout énormément se connecter en fait, c'est-à-dire interconnecter énormément les efforts et les idées. Aujourd'hui, par exemple, il y a carrément deux structures, une structure au Sénégal et une structure au Ghana, qui veulent signer des joueurs camerounais parce qu'ils ont vu nos streamings, ils ont vu le niveau et ils veulent que ces joueurs camerounais jouent pour leur structure. Et ils ont contacté donc Bescorp pour faire des analyses et mettre sur pied. Par exemple, demain, on a une réunion avec une structure sportive du Sénégal, avec un joueur camerounais où en visioconférence, on va essayer de discuter sur tout ce qui peut être contrat et autres. Donc, je crois que l'ouverture, c'est ça. Je veux dire, on ne se ferme aucune possibilité. Bien évidemment, ces joueurs e-sportifs qui sont assez jeunes, on se dit, bon, voilà, très souvent, c'est quand même des gens qui font peut-être informatique, je sais pas si c'est réseau, si c'est programmation et autres. Et comment on peut aussi les positionner dans ce sens-là pour qu'ils aient une carrière assez bien sophistiquée, puisque nous-mêmes, en tant qu'entreprise, officiellement et très crédible, avec nos contacts, on essaie aussi de jouer par là. Bon, maintenant, sur le très long terme, on ne pourrait pas directement se situer. La garantie, au moins, c'est que, par exemple, Bescorp avec Kogai, on a énormément de tournois aujourd'hui, comme nous sommes en train de mettre en place. Ça veut dire qu'ils savent quand même que, côté compétitif, ils auront du quoi se mettre sur les dents. Ça, c'est déjà un bon avantage. Et c'est une garantie pour eux. Parce que voilà, très peu le font. Bon, vous avez peut-être quand même souvent, peut-être Orange qui va organiser un événement l'année. Bon, voilà. Les joueurs africains n'ont pas la facilité d'avoir des visas pour voyager, aller en Europe et même dans les pays voisins. Ce n'est pas évident. Donc, ils ont besoin surtout d'avoir un processus en place qui va aussi viabiliser ça. Parce que si je suis sportif et que je ne participe pas à des tournois, je suis toujours là, on ne me voit pas, peut-être à la télé, sur un TGV, ou lors d'un COG, ou lors d'un LOF, faire des performances. À quoi bon? Voilà, donc, avec au moins ça, ils ont la garantie que non, étant donné que nous sommes avec une structure qui a déjà tellement de projets, déjà qu'on n'a pas déjà lâché tous nos projets, ils voient les projets qui sont en construction, comment cela marche. Ils ont au moins une garantie sur cette durée que tant que Bescorp est quand même là, et c'est pas des gars qui sont arrivés qui sont pas là depuis un an, ils sont là depuis très très longtemps. Nous sommes au moins sûrs qu'on a au moins cette garantie. Bon, maintenant, c'est à nous de trouver les moyens avec des partenaires, notamment en Europe, ou peut-être
en Amérique, trouver des moyens pour encore, et puis bien sûr avec d'autres structures africaines, hein, que ce soit en Afrique du Nord, Afrique de l'Ouest et autres, voir comment on peut mettre en place un système pour donner toujours plus de visibilité à ces joueurs-là et de participer aux tournois interafricains. Voilà, c'est un peu ce que je peux dire hein, pour cette question. C'est très intéressant. Et ça m'amène à poser une question à Olivier. Aujourd'hui, quand un jeune entre à Kiro Games, il a 22 ans, de ta vision, de la vision que vous avez, qu'est-ce qui est prévu pour lui? Est-ce qu'il y a un plan de carrière? Ouais, il y en a, il y en a un. Donc, l'idée, c'est que nous, les gens sont censés évoluer de stagiaire à senior de leur environnement. Mais un truc que j'ai observé, c'est que les gens entrent souvent pour un métier et finissent par un autre. Il y a souvent un gars qui peut te dire qu'il vient là pour dessiner, finalement, il se rend compte que le dessin n'est pas comme il croyait. Le gars commence à faire peut-être même souvent dans la compta. Je ne sais pas pourquoi. Inversement, hein, souvent tu as un gars qui est arrivé pour le business, il vous dit qu'en fait je suis dessinateur, vous le mettez. Tu as des gars qui viennent en dessin pour colorier, après ça, ils se rendent compte que c'est plus comme ils voulaient, ils sont plus à l'aise à l'animation par exemple. Donc il y a souvent un peu de ça. Donc, ouais, il y a ce que j'appelle, on a créé ce qu'on appelle un leadership pipeline, où effectivement tu dois grandir techniquement avec la boîte. Il y a ce qu'on voudrait, c'est-à-dire idéalement, nous on veut que les gens grandissent avec nous et deviennent tous des chefs d'équipe et qu'on grandit. Ça, on a d'ailleurs eu une question dernièrement où les gens disaient, oui, mais vu que tout le monde ne peut pas être chef, comment on va faire si tout le monde nous dit, ouais, évoluons, parce qu'on rigolait sur les entreprises dans lesquelles tout le monde bloque ses collaborateurs parce qu'il veut la promotion. Et on disait, oui, mais si on commence tous à être meilleurs, il n'y aura pas la place pour tout le monde pour être chef. Et je leur disais que c'est ça qui est justement intéressant, c'est que si tout le monde est bon, on va être ce qu'on appelle une entreprise en croissance. C'est-à-dire que si on se retrouve, je ne sais pas, on fait des jeux qui sont tellement bons qu'on gagne des millions de dollars, on ne va pas rester une équipe de 20 personnes. On va vouloir faire du dessin animé. Donc, il y aura toujours plus à faire et toujours plus à grandir quand vous êtes une boîte qui veut grandir. C'est les boîtes qui ne veulent pas grandir, dans lesquelles c'est la guerre pour le peu qui reste. Ouais. Tu vois, si vous êtes une boîte... Où l'idée, c'est que les ressources n'augmentent pas, alors forcément, on se bat pour... Voilà, donc il y a une forme de roitelage. Là. Tout le monde se bat pour être dans le sérail de l'entreprise. Parce qu'il y a plein de boîtes qui traumatisent les jeunes comme ça. Je ne citerai pas les noms. Où tu arrives, tu es un jeune, on te fait miroiter une vie, tu touches 25 000 pendant 10 mois, un an. On te fait miroiter une vie de 4 cadres. Là. C'était comme toi, ils sont arrivés à attendre ton tour. Les gars appellent ça la gestion par embuscade. Donc, nous, on ne fait pas ça ici. Par contre, on est très exigeant, on est très supportif, on te donne tout, la confiance, le matériel, tout ce qu'on a. Tu connais l'état des comptes la plupart du temps, on vous dit que c'est chaud, c'est pas chaud. On vous dit que les salaires sont assurés jusqu'à temps. Bref, on est très transparent. Et ouais, donc leadership pipeline, ça existe à Kiro. Mais en fait, la plupart du temps, ce qui se passe, c'est que les gens arrivent ici, souvent très paumés. Hein. Moi, souvent, tu arrives là, dans le pays, tu as l'air bien traumatisé. Donc, quand tu entres, tu vis un an où tu essaies d'abord de survivre et de comprendre ce qui se passe. Ensuite, c'est l'année d'après où tu deviens techniquement intéressant. Bon, après, tu fais un an, souvent un an et demi à faire ton travail. Et la troisième année, ta part de rêve personnel commence. Oui. Donc, il y a souvent, voilà, oh, c'est bon, j'ai envie d'aller ouvrir mon propre truc. Okay. Et en fait, on absorbe aussi ça parce qu'on t'encourage à te dire, bon, il n'y a pas de souci, on forme ton remplaçant ensemble et on te mentor même pour ton projet. Et si tu pars et que tu réussis, tant mieux, ça, tu deviens un partenaire, un membre du groupe Kiro en général. Si tu n'aimes, au moins tu vas essayer et tu reviendras travailler apaisé. Souvent, les gens ont juste besoin d'essayer leur truc pour être apaisés après pour leur carrière. C'est vrai, c'est vrai. Parce que se coucher avec l'idée ou avec la conscience qui te dit tu aurais dû essayer, tu pourrais essayer, parfois c'est un travail. Et c'est très intéressant. Ça veut dire que aujourd'hui, Kiro se positionne non pas comme un simple employeur, mais comme un partenaire de vie, quelqu'un qui est capable de te donner les clés pour que professionnellement tu te développes, que ce soit d'un point de vue salarié, mais que ce soit aussi d'un point de vue entrepreneur. Tu peux toujours faire aider par le groupe Kiro Games. Ouais, en fait, c'est même la chose qu'on veut étendre au niveau même de nos
de nos utilisateurs. Donc, tu manges, fais des jeux vidéo qui vous font rire, vous déstresser. Mais en parallèle, tu as vu, il y a Kiro Ubuntu qui vous aide à vous financer parce qu'on veut vraiment être un groupe. En fait, on aimerait, quand on aura réussi, on aimerait réussir à faire que, tu vois, mon rêve, hein, c'est que je passe en route, je croise des enfants de 8 ans qui ne savent même pas qui je suis. Je serai un vieux, là. Et les gars sont en train de discuter. Et il y a un qui dit que oui, je ne sais pas, je vais créer un produit qui va faire qu'on puisse capter la lumière du soleil et, par exemple, sur 1 mètre carré, alimenter toute une usine. Un truc comme ça. Et tu as ces potes qui lui disent, Move, tu te crois où ici, tu as tous tes papiers, là, là, mon frère, le Cameroun, là. Et peut-être pas 8 ans, c'est une discussion de 15 ans, 16 ans, je ne sais pas. Et là, je rêve de voir ce jeune dire que, gars, même si vous ne croyez pas, moi, je sais qu'Akiro Games, Akiro, en tout cas, il y a quelqu'un qui va me donner ma chance. OK. En fait, voilà où moi je veux arriver, c'est-à-dire que notre entreprise, que ce nom devienne un symbole de l'opportunité possible. Le gouvernement peut t'aider, les banques peuvent t'aider, mais il y aura toujours un endroit, si tu as le feu sacré, on va te tenir là-bas. Donc, tu vois, vous allez vous diriger inévitablement vers le venture capital. Inévitablement, vous allez, peut-être pas pour capitaliser comme les autres font, mais vous allez supporter les entreprises, que ce soit avec les outils, que ce soit avec les ressources financières, et vous positionner comme des catalyseurs des projets. Mais est-ce que ce seront des projets uniquement afro-centrés ou ce seront des projets... Non, ça va dépendre. L'idée, c'est d'augmenter les actifs. Si on se rend compte qu'il y a des placements qu'on peut faire, et surtout, justement, l'astuce, c'est de jouer sur tous les fonds, c'est-à-dire, tu te fais beaucoup d'argent en local, idéalement, mais si tu as une bonne réserve en dollars et que tu gères bien tes montages financiers, tu deviens un monstre. Là, par exemple, je dis souvent à God qu'il doit faire l'erreur de nous donner notre premier million de dollars. C'est-à-dire, le jour où j'ai mon premier million de dollars dans le compte de l'entreprise, c'est bon, je n'ai plus de problème. Pourquoi? Parce que je n'utiliserai même pas cet argent. C'est-à-dire, si tu as ce genre d'argent peut-être sur ton compte américain, que tu sais que, gars, mon argent en dollars là-bas, tu commences à vivre au Cameroun uniquement sur crédit, de telle sorte que et tu t'envoies l'argent nécessaire juste pour rembourser tes traites mensuelles. Mais l'avantage, c'est que quand tu réussis comme ça, c'est-à-dire que c'est avec le crédit que tu crées des produits et que tu fais des bénéfices. En fait, tu ne travailles que avec ton argent. Oui, tu fais travailler l'argent. Voilà, et si tu es malin, c'est-à-dire, en fait, c'est ça, c'est pour te dire où nous on pousse. Les gens nous vont faire le jeu vidéo là, gars. Nous, on est en train de jouer une partie d'échecs avec l'univers. Si tu es malin, tu peux monter des trucs financiers qui font que, gars, c'est un écosystème. Et voilà, tu corriges pas mal la matrice. Mais nos ambitions vont même jusqu'au fait de réinventer le concept d'argent. Ça, tout ce que je vais. Tu vois, Jeff Bezos, c'est un gars, quand tu observes sa trajectoire, j'ai un peu lu sur lui. Depuis qu'il a 14 ans, lui, il sait qu'il veut aller dans l'espace. OK. Tu vois, il sait que voilà ce que lui veut faire de sa vie. Le gars a compris que gars, le monde s'est tellement tordu que si je dis ça là aujourd'hui, les gens ne vont pas m'écouter. Donc, il faut que je fasse d'abord ce que le monde peut comprendre. Genre, je vais devenir l'homme le plus riche du monde. Et je vais me payer ma vraie mission. OK. Après, s'il veut, il m'insulte, mais je m'en fous, c'est mon argent maintenant. Donc, Amazon, pour lui, ce n'était qu'un prétexte Un proxy. pour arriver là où il voulait. Tu vois, entre-temps, ça l'a forgé, parce Ouais. qu'il aime ça, le fait truc. Donc, j'ai un peu le même côté, genre, les jeux vidéo, c'est une passion d'enfance, mais en réalité, le Un vrai véhicule. qu'on veut bâtir derrière, c'est, j'ai envie de réinventer le concept de l'argent. Je trouve que l'argent est très mal pensé. OK. Bon, pas très mal pensé. La pensée que les gars avaient été bien à l'époque, maintenant, c'est limité. Ouais, ça a beaucoup changé. Je t'invite à écouter, par exemple, les traits de quelqu'un que j'aime beaucoup sur... Etienne? non, Anis Lachnev. Oh, d'accord. Il fait souvent de très belles On choses. va m'envoyer ça en bas. C'est un ancien trader qui s'est reconverti en apôtre contre les dérives de l'argent et des cercles financiers. C'est très intéressant et ça me fait penser à quelque chose que je voulais demander justement à Christian. C'est que quand un sportif prend sa retraite, Christian, qu'est-ce qui se passe? En général, hein, bon, je vais parler dans le cadre général, quand un sportif prend sa retraite,
déjà, comme je t'expliquais, hein, très souvent, même en Europe, ils sont toujours qualifiés à faire énormément de choses en parallèle. Bon, maintenant, l'avantage du jeu vidéo, l'industrie du jeu vidéo est tellement vaste. C'est un écosystème qui regroupe des gens à des horizons tellement variés. Voilà, il y a tellement de métiers, de sous-métiers dans le domaine. Après, il peut se convertir selon ses envies, parce qu'on a remarqué que très souvent, ceux qui ont fait carrière e-sport, après, développent des activités qui ont des rapports avec l'e-sport, en fait. Ok. Voilà, rapidement, tu peux aller voir quelqu'un comme Daigo qui a une très grande carrière dans l'univers de Street Fighting et qui aujourd'hui, quand même, a développé beaucoup de business dans l'univers du jeu vidéo. Tu as quelqu'un comme Zero Eye également qui a ouvert une grande salle d'arcade dans son pays. Bref, très souvent, le système est vraiment assez large. Après, souvent, ce sont des joueurs qui sont... On a perdu ta voix. Oui, ah bon? Oui, avec les éditeurs de jeux vidéo Ok. qui vont leur demander que, bon, voilà, tu rejoins par exemple, par exemple l'équipe de Capcom parce que, voilà, tu as une très bonne appréciation du jeu. Du coup, tu seras un peu le testeur de l'entreprise. Donc, vraiment, la carrière d'un sportif, après, il faut dire qu'elle est quand même ouverte à tellement de possibilités. Souvent, ce sont eux-mêmes qui décident même de créer un jeu vidéo. Non, voilà, Street Fighter, voilà, il y a tellement d'anomalies. Moi, j'ai décidé de voir si je peux créer mon truc. Après, on peut se regrouper avec des programmeurs qu'on a pu rencontrer autour de notre carrière. Donc, généralement, pour tous ceux que je connais, qui ont fait des carrières assez conséquentes dans l'univers de l'e-sport, notamment le grand joueur Faker. Je ne sais pas si vous connaissez Faker, qui est un monstre de League of Legends. Aujourd'hui, il a normalement beaucoup de business qui ont bien sûr toujours des rapports avec le jeu vidéo. Et si aujourd'hui, ça c'est la question que je vous poserai à vous deux, euh, qu'est-ce que vous pourrez dire aux membres de notre communauté qui sont des talents, qui sont à la recherche des projets? Certains travaillent déjà, mais ils veulent des projets plus intéressants. D'autres sont à la recherche active parce qu'ils sont peut-être dans des environnements toxiques. Quel est le conseil que vous leur donnerez pour la prochaine partie de leur carrière? Est-ce que vous leur conseillerez de se reconvertir dans vos domaines respectifs? Quel est le conseil que vous pourrez donner à un jeune chercheur d'emploi? Bon, qui répond d'abord? Ah, ok, non, j'attendais qu'il active le micro. Moi, ce que je dis toujours aux jeunes, c'est de se mettre à la hauteur de leurs ambitions en général. Il y a ce que j'ai appris dans mon humble vie de 35, bientôt 36 ans, c'est qu'il il n'y a pas d'élu, il n'y a pas de génie, il n'y a pas de destin préécrit, il n'y a que ceux qui acceptent le poids de l'héritage, qui se mettent à la hauteur de ce qu'ils veulent. Je ne pense par exemple pas que j'étais destiné à être le premier game designer de jeux vidéo africain. Je pense que God, Dieu, si on préfère là, l'univers, qu'importe votre foi, il crée en fait des postes dans l'univers. C'est-à-dire, il dit, OK, au Cameroun, il peut émerger un footballeur type qui peut monter, gagner des Champions League, etc. Et la personne qui veut être ce gars, il donne les cases à cocher. Tu devras avoir telle discipline, tel mental d'acier, tu devras être capable de courir telle distance. Et justement, le truc, c'est ceux qui veulent atteindre une chose doivent toujours demander à Dieu, c'est quoi les cases à cocher de ce que je veux. Parce que la plupart du temps, les jeunes, comme moi, j'étais jeune, j'ai fait cette erreur, tu veux que le monde descende à ton niveau. Tu veux être le gars qui veut faire des trucs, mais tu veux constamment que le monde s'adapte à toi, que les gens... non, en fait. Tu dois accepter ce challenge-là. J'ai une phrase où je dis souvent, la première fois que Dieu a rencontré l'homme qu'il a appelé Israël, ils ont bagarré. C'est-à-dire, je ne sais pas si vous réalisez le symbole, c'est-à-dire le gars à qui il dit que tu vas gérer les autres, son premier rapport avec lui, c'était la job. Voilà, donc c'est pour te dire l'importance de la force et du combat finalement, pour ceux qui veulent changer les choses, parce que bon, si tu veux juste suivre le courant, ça va, chill ta vie. Donc moi, en fait, en gros, c'est ça. Mettez-vous à la hauteur de ce que vous voulez. Vous avez raison, il n'y a pas de travail, il n'y a pas de... Les employeurs sont souvent, généralement mauvais, je vous l'accorde, je connais mes frères, DGIA, les gars sont bad souvent. On est mal formé, il y a une équipe qui coupe le grand. Vous avez raison, hein, il y a tous les problèmes du monde. Mais je dis souvent une chose, c'est si aujourd'hui, par exemple, quelqu'un vient et te donne 5 millions de dollars, par exemple,
et il te dit, OK, transforme, crée une boîte qui peut créer 200 000 dollars par semaine avec cet argent dans ton domaine. Tu vas te rendre compte que, gars, tu ne sais même pas. Nous, aujourd'hui, on est là, on fait jeux vidéo, tu me jettes, tu me donnes toute l'équipe, tout le budget pour faire GTA 5. Je ne sais même pas par où on commence pour taper le document Word pour organiser un tel boulot. Donc, voilà ce qu'on appelle travailler. Tu es jeune aujourd'hui, tu es dans ta chambre d'étudiant. Si tu dis que tu veux faire marketing, regarde les meilleures campagnes de marketing du monde, regarde les meilleurs trucs et dis-toi, gars, si aujourd'hui on me jetait dans le bain, est-ce que je serais capable de piloter un tel truc et que ça sort? Tant que tu ne réponds pas oui avec honnêteté, travaille à comprendre encore et encore comment les gars font. Prends le maximum de petits boulots qui vont te permettre d'être proche de ce que c'est que livrer une campagne, ce genre d'éléments. C'est une très belle philosophie. J'ai une petite anecdote, si tu permets. C'est la plupart des gens qui entrent en entretien d'embauche à Kero Games. Il y a une phase où ils arrivent dans mon bureau et ils passent un entretien technique. C'est des choses simples. Vraiment, on ne te demande pas. Par exemple, tu postes pour un boulot de secrétaire administratif. Les gars viennent avec les vestes là. Ouais, je veux 500 000 par mois, je veux 400 000. Non, écoute, on dit, il n'y a pas de problème. On te tend une lettre, un document, on te dit, voilà une lettre qui doit sortir de Kero pour une situation de demande de sponsoring. Tu as 10 minutes pour trouver toutes les erreurs si tu devais l'expliquer à un stagiaire. Et nous, on n'est pas là, on n'est pas au studio, on t'a laissé la boîte et tu dois envoyer cette lettre à notre place. Donc, mise en situation, un des trucs les plus simples du monde. Regarde une lettre et vois ce qui ne va pas. Et dedans, tu as des attrapes Nigo, des trucs du genre, c'est une lettre de Kero Games, et tu vois le logo de Madia en haut. C'est une lettre où on dit à monsieur le directeur général, en bas, on dit madame la directrice. Ce genre de faux trucs, hein, on ne parle même pas des erreurs de grammaire de base. C'est des trucs du genre, on te dit qu'on veut un sponsoring pour le 15 juillet, et en bas, on met que finalement, c'est le 15 juin. Et tu te rends compte que les gars les plus gonflés, là, ratent ce test. Et quand ils réalisent à quel point leur niveau est médiocre, sur des trucs aussi simples, les gars te supplient même qu'ils veulent travailler une job pour apprendre à voir ce genre de choses. OK. Voilà. C'est une très belle méthode, c'est une très belle mise en situation parce que finalement, euh, vous vous concentrez sur le potentiel parce que vous ne regardez pas la performance absolue sur des choses très pointues, mais vraiment, est-ce que le gars, il a le bon réflexe, la bonne attitude, et puis derrière, vous pouvez bâtir par-dessus. Ouais, c'est clair, parce que là, quand le nombre de deals que tu rates parce qu'un gars confond l'expéditeur, laisse tomber. Je te donne ça si tu n'en es pas là. Ou bien on te donne des cartes d'événements qui décrivent l'organisation d'un rendez-vous en désordre et on te dit de classer les événements dans l'ordre. À quel moment est-ce que tu réserves l'hôtel? À quel moment tu réserves les billets d'avion? Tu vas être surpris du nombre de gars qui te disent qu'il faut une réservation avant de t'avoir parlé pour savoir si tu veux aller en mission à Douala pour un rendez-vous. Là où tu lui dis toi-même, tu es un gars que si on t'appelle, on dit qu'on a un deal. Tu ne cherches même pas à savoir mon emploi du temps. Tu peux bien appeler un hôtel, envoyer l'argent. Et c'est là où les gens se rendent compte à quel point le système dans lequel on vit nous a pourris. Parce que quand tu te compares au gars qui boit le vin à côté, tu es toujours fort. Beaucoup de jeunes sont ceux qui sont bons parce qu'ils se comparent à un gars qui boit le vin. C'est que, gars, compare-toi. Parce que tu es en compétition avec un jeune chinois. Et quand tu vois les maternelles des Chinois, tu as la chair de poule. La maternelle, hein, tu vois le niveau de synchro qu'on met là-bas. Tu dis, gars, les gars sont en train de se préparer à tchar le monde. Nous, on est ici en train de jouer au pouce-pion. C'est vrai. Et Christian, si tu avais, Oui, oui. si tu avais quelque chose à dire à un jeune chercheur d'emploi, qu'est-ce que tu lui dirais? Bon, qu'est-ce que je vais faire, par où je vais commencer? Il faut noter que nous, on fait également un peu dans le, un peu dans le développement personnel, donc on coach quand même pas mal de jeunes. En fait, je crois quand même que la première des choses qu'on me dit souvent aux jeunes, c'est que voilà, ne vous éloignez jamais de votre environnement. Rêvez, mais rêvez vrai, parce que beaucoup de gens rêvent faux. C'est très facile de prendre la vie des gens comme Bill Gates, Jeff Bezos, je sais pas, Elon Musk, et se comparer à eux. Il dit que voilà, moi aussi, je veux être comme eux. Mais je dis toujours aux jeunes Africains que n'oubliez jamais d'abord d'où vous venez, parce que c'est d'abord ça, c'est cette première connexion-là que vous devez avoir. Et maintenant, chacun, selon son éducation et son environnement de vie, a son impact. Hein. Vous allez voir des jeunes qui se disent que, voilà,
voilà, toi, tu es chanceux parce que voilà, toi, tu as créé Bestcore parce que voilà, je sais pas, tu as eu la chance. Alors que moi, je devais normalement un peu mieux placé que toi. Il y a autant de choses. Et puis, moi, je dis simplement aux jeunes souvent que vous devez vous donner à fond, en fait. En fait, moi, pour les gens qui me connaissent, hein, je suis extrêmement dévot au travail. Je suis extrêmement strict. Et je dis aux gens, je ne demande pas aux gens de rêver. Je leur demande de se mettre au travail, en fait, de poser des actions fermes pour ce qu'ils veulent. Il ne s'agit pas de dire, d'écrire sur un papier, ou, voilà, je veux dire, c'est très facile d'écrire sur un papier un projet, et après dire que je n'ai pas ceci pour démarrer. Mais moi, je dis aux gens vraiment de se mettre dans la peau du travail. Ne pas espérer que ça soit plus facile, hein, avoir beaucoup plus de talent et de performance. Ne pas espérer la chance, mais avoir la détermination nécessaire et le mindset pour faire face à toutes les difficultés. Et puis, maintenant, vient rapidement ce problème souvent d'argent, de réussite, parce que les gens aiment trop se miroiter, hein, a dit que quand ils voient la vie d'un jeune comme lui, qui a une grosse voiture, qui a réussi, c'est de se dire qu'il n'a pas eu les mêmes chances que cette personne. Mais je dis, voilà, chacun est là pour sa mission de vie, hein. Je crois que chacun doit juste trouver déjà ce qui l'anime. Comme quelqu'un a souvent dit, hein, voilà, tu peux voir quelqu'un qui fait, je sais pas, école de médecine pour être docteur, mais à la fin, quelque chose lui dit, voilà, je pense pas que ce métier est vraiment ce que je voudrais peut-être pour ma vocation à long terme. Mais un sage a dit que quand tu te donnes à fond pour quelque chose et que tu y mets du cœur et de la détermination, c'est ça qui va te mener à ta bonne voie, quoi. Je veux dire, tu vas faire cette école pour devenir docteur et à partir de là, forcément, ta voie va s'ouvrir et va se présenter. Et peut-être à partir de là, tu pourras avoir une opportunité pour trouver exactement ce dont tu as envie de faire. Mais je dirais que globalement, je dis toujours à la plupart des jeunes qui m'approchent et qui veulent me copier dans ma façon de travailler, je leur dis d'être un peu fou. Je leur dis, si les Occidentaux qui ont beaucoup plus d'opportunités que nous, hein, et moi d'ailleurs, je ne les envie pas, j'évite d'envier les gens, nous ne sommes pas nés africains. Je veux dire, tu ne choisis pas de naître en Afrique ou au Cameroun avec tout son contexte un peu totalement foutu, totalement à l'envers. Je crois qu'il y a forcément une raison. Et donc, si les gars là-bas travaillent 4 fois plus, nous, on doit travailler 8 fois plus. Il n'y a que ça, en fait. Moi, vraiment, ma philosophie de la vie, c'est le travail. Et j'ai compris que lorsqu'un jeune travaille et il sait ce qu'il veut, parce qu'il y a aussi beaucoup qui savent pas ce qu'ils veulent, et voilà, il court un peu dans tous les sens, avec les réseaux sociaux un peu, qui ont tendance un peu à tout mettre dans notre tête et à tout chambouler. Je leur dis, il faut que tu trouves exactement ce que tu veux. Et une fois que tu sais ce que tu veux, il y a le ladage simple que je vais dire pour clôturer, hein, tant que tu restes prêt, tu n'as plus besoin de te préparer, quoi. Je vais dire que c'est ça. Ça veut dire qu'on doit travailler, voilà, 24 sur 24. Et puis, on a notre ami, notre corps qui est là, qui est une armure. Et après, un jour, on sera plus là. Mais pour le moment que tu es là, il faut user cette armure jusqu'à ce que quand ça se gâte, ça s'arrête, on sache que là, tu as travaillé à fond, en fait. Donc, c'est un peu ce que je dis un peu à la plupart des jeunes, en fait. C'est sur ces paroles de sage que nous allons clôturer notre rencontre. Je vais encore vous exprimer mes vifs remerciements pour avoir trouvé du temps pour nous rencontrer. Yeah. Je sais que le week-end, c'est une période très chargée pour chacun de vous. Au nom de ma petite équipe et de notre communauté, nous vous disons merci. À la fois pour ce que vous avez dit aujourd'hui, pour le partage que vous avez fait et aussi pour avoir été là. Nous espérons qu'on pourra se rencontrer dans notre webinaire ensemble et partager un peu plus. Peut-être le prochain thème sera pourquoi est-ce que Orion KGF a autant marché? Quelles sont les leçons qu'on apprend de ce grand succès? J'espère que ce sera le thème d'un webinaire qu'on organisera et qu'avec Christian, on pourra parler d'à quel point les TGF ont pu lancer, les TGV autant pour moi ont pu lancer l'entreprise Bestcore au firmament du jeu vidéo en Afrique. Alors, Christian, je sais pas, je peux dire un truc? Oui, s'il te plaît. Oui, Christian, je voulais beaucoup t'encourager hein, sur ce que vous faites pour le e-sport. C'est quelque chose que je regarde du coin de l'œil parce qu'on ne peut pas être pionnier partout. Donc, justement, quand je vois des gars sur un autre axe, j'estime qu'on est tous dans la même guerre et que c'est un autre
bataillon qui est en train de prendre l'aile ouest. Donc, vous avez vraiment tous nos encouragements. Pour nous, l'avenir du e-sport africain sera mobile. La vision que j'ai, c'est, imagine, parce que oui, on va faire le e-sport élitiste, c'est pas mal. Par contre, je pense qu'il y a un business model qui peut être plus intéressant. J'insiste sur je pense, hein. C'est pas une vérité d'évangile. Tu as mieux étudié le truc que moi. Mais imagine par exemple que plutôt que de faire du e-sport élitiste occidental qui est très basé console au final, ce que nous on n'a pas comme infrastructure et comme communauté, si on arrivait à faire du e-sport mobile, c'est-à-dire des trucs sur lesquels tu réunirais de grosses, genre tu réunis des centaines de milliers, je sais pas, des milliers de jeunes dans un stade et chacun avec son smartphone et en réalité même par Wi-Fi local, c'est même pas forcément Internet, les gars sont en train de s'affronter par petits groupes, clusters et en fait, une sorte il n'y a pas encore un jeu qui fait ça, je sais que Fortnite peut même le permettre, mais je sais qu'il n'y a pas encore un jeu africain qui le fait. C'est quelque chose que nous, on voudrait développer. Et là-dessus, après, quand toi, tu as ce genre d'événement, et même de trucs, vous êtes un partenaire qui gagne une partie sur les gains parce que les gens ont payé des microtransactions. Bref, il y a moyen de faire. Donc, courage à vous. Alexis, si tu pourras faire la connexion pour que j'ai son email. Absolument. Dès que je sors un peu la tête de l'eau parce que je veux stabiliser un peu Kiro Games. Mais je sais qu'en tant que, on va dire, capitaine d'industrie du lieu, c'est mon boulot normalement même de plus vous soutenir. Normalement, si on avait réussi, vous ne seriez pas en train de devoir discuter avec des gens qui ne comprennent pas ce que vous faites. Donc, mets-nous en prière. Donc, on ouvre la voie. Dès qu'on est stable, vous pouvez compter sur nous. Et surtout, Donc, courage entre-temps. surtout qu'aujourd'hui, avec la communauté que Christian dirige, il y a même possibilité d'accélérer. C'est une usine à feedback que Christian possède. Par exemple, quand tu sors. Ouais, c'est-à-dire, il a dit ça tout à l'heure, j'ai réalisé qu'effectivement, pour les tests, on pourrait avoir des deals où ils nous font des tests plus pointus de beaucoup de jeux qui arrivent. D'ailleurs, ça nous aiderait pas mal. Ouais. Des tests de démo. C'est comme ça qu'on pose une industrie. Ça va servir à tout le monde. Voilà. Bon, ouais, ben, en tout cas, merci. Hein, merci. Je profite aussi de t'envoyer les remerciements à Olivier. Et puis, aussi, force à vous. Hein, félicitations. Il faut dire que, voilà, nous, on connaît quand même Kiro Game depuis très longtemps. On a vu le chemin et nous savons, hein, certes, nous savons que ce n'est pas facile. Pour une industrie qui pèse bientôt pratiquement, qui va bientôt franchir les 300 milliards de dollars, on voit à quel point l'Afrique influence extrêmement peu cette industrie. Ça reste un challenge un peu fou. Ouais, je peux te dire que les stats de départ de Orion KGF sont extrêmement observés. Et je crois que les stats qu'on a eu là sur 2 jours, il y en a beaucoup qui commencent à changer d'avis sur. Ouais. Non, en fait, de toute façon, comme je disais, hein, avec votre détermination, on voit que malgré toutes les tempêtes que vous avez traversées, vous êtes toujours en place. Donc, forcément, on ne peut que vous encourager. Bon, maintenant, en ce qui concerne, quand tu as parlé des jeux mobiles, il faut dire que moi, beaucoup d'acteurs m'ont approché en me disant, bon, mais, Christian, on ne comprend pas pourquoi vous avez tendance un peu à négliger un peu cet aspect de jeu mobile. Je dirais souvent, pour le marché africain, il y a déjà un autre souci. Je crois que tu es quand même bien placé pour le savoir. C'est un marché qu'il faut déjà, je ne sais pas comment je vais dire ça, il faut éduquer financièrement le marché, en fait. À un moment donné, je crois que les communautés en elles-mêmes, j'ai souvent l'impression qu'elles ne savent même pas ce qu'elles veulent. C'est bien beau de dire qu'il y a combien, on va dire, pratiquement 2 milliards de smartphones en Afrique. Mais si tu remarques même très bien, hein, dans la zone e-sport parlant, ce n'est pas les jeux mobiles qui dominent. Hein. C'est pas des jeux mobiles. Tu vas rapidement voir des jeux comme en Afrique du Sud, des jeux comme en FPS, tu vois les jeux de combat. Tu as Orange eSport Experience qui est là et que bon, malgré leur façon leur budget, parce que financièrement, ils sont assez prêts, ils n'investissent pas tellement dans les jeux mobiles. Je crois que le gros souci avec ça, quand j'organisais, tu te rappelles, j'organisais à l'époque les Gaming Day avec l'équipe de l'époque. On s'était aussi rendu compte, on ne comprenait pas pourquoi les tournois de
de jeux mobiles avec toujours très peu de joueurs comparé à des jeux que tu connais, c'est-à-dire des jeux comme FIFA, Street Fighter, Naruto et autres. Mais à force d'étudier, j'ai rapidement compris que c'est juste que c'est un marché il va falloir juste éduquer. Mais je pense que tu as il faut créer sa culture, en fait. Ouais. Il faut créer sa culture. Vous avez quand même lancé le responsable. Je suppose que vous avez énormément de retours par rapport à ça. Mais sachez que de notre côté, on travaille également. On a des chiffres. On a une grosse communauté, par exemple, de PUBG Mobile qui nous accompagne, de Clash Royale et autres. Je veux dire, il y a des choses à faire. Et puis, chacun de son côté. Bon, moi, maintenant, tout ce que je peux dire souvent, et ce que je dis souvent aux acteurs, aux jeunes entrepreneurs africains que nous sommes, il faut vraiment qu'on trouve rapidement juste le moyen d'interconnecter. Interconnecter les efforts, mais les actions. L'industrie du jeu vidéo, il englobe tout. Que ce soit les éditeurs, que ce soit les communautés de gamers, que ce soit les organisateurs d'événements. Je crois que nous tous, on a à gagner si on décide nous tous de pousser le vent dans la même direction. Je sais pas, organiser des trucs, se rencontrer, échanger, développer les possibilités. Il y a énormément de choses à faire et vu notre position dans le marché et dans l'industrie, on a intérêt quand même à rapidement mettre ce genre de processus en place. Comme je profite par là pour féliciter quand même ce que Alexis a organisé aujourd'hui. C'est une très bonne initiative. Ça commence par là et puis ça va passer fois 2, fois 3, fois 4, fois 5 avec d'autres acteurs. Et forcément, je crois que ça va donner quelque chose de très explosif sur le long terme. Merci beaucoup, Christian. Et merci tous les deux d'avoir joué le jeu parce que grâce à vos interventions, les gens vont mieux comprendre ce que c'est que l'industrie du jeu vidéo, qu'on soit éditeur ou qu'on soit consommateur ou e-sportif. Et nos talents pourront, à la lumière de ce que vous avez dit, peut-être découvrir des vocations et j'espère qu'ils viendront grossir les rangs de Kiro Games et de Bestcorp. Merci beaucoup et bonne fin de journée. Ok, merci et à très bientôt.